Bonjour et bienvenue pour cette lecture croisée Voix et Nuit qui rassemble autour de moi donc Anne Lecourt et puis Lune Vuillemin, donc deux primo-romancières. Bonjour. Anne Lecourt, je vais commencer par vous présenter, j'ai fait par ordre alphabétique. Vous êtes traductrice, auteure et également animatrice d'ateliers d'écriture en Ille-et-Vilaine. Oui. C'est ça, vous avez aussi publié un récit de vie, de témoignages de vie de femmes ordinaires qui était intitulé Les discrètes paroles de Bretonne. Oui, un recueil de paroles. Un recueil de paroles. C'était l'objet, recueillir la parole des femmes. D'accord, aux éditions Ouest France. C'est ça. Et vous êtes invitée là au Festival du premier roman pour 7 jours en face, publié aux éditions Parole dans la collection Mains de femmes. Tout à fait. Et donc vous, Lune Vuillemin, vous avez beaucoup de casquettes, mais vous vivez actuellement dans le sud de la France. Vous êtes étudiante alors que je ne me trompe pas, en littérature et histoire américaine et britannique. C'est ça. Et vous êtes invitée par le Festival du premier roman pour Quelque chose de la poussière, un premier roman publié aux éditions Les Chemins de Fer. Donc moi, avant de vous faire parler de vos romans et de vos extraits que vous souhaitez nous faire partager, j'aurais aimé qu'on parle des maisons d'édition. Parce qu'en regardant votre biographie et les maisons d'édition, je me suis dit qu'elles vous ont bien trouvé. On a l'impression qu'elles ont été créées pour vous. Donc pour revenir un petit peu sur Collection Mains de femmes, ce sont des formats menus pour parler des tranches de vie de femmes. Et les éditions du Chemin de Fer, ce sont des romans à deux voix. Donc vous, c'est rassemble donc vous en tant qu'écrivain, et également un peintre qui a illustré votre roman. C'est ça, qui a interprété le roman. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quel parcours vous a mené vers ces maisons d'édition ? Pour ce qui me concerne, j'ai contacté cette maison d'édition, et la seule en fait, quand j'ai lu écrit ce texte-là, parce que c'est une très vieille maison d'édition qui a recueilli un texte très ancien de Violette Ayot, voilà, qui s'appelait L'homme semence, qui est un titre qui a fait parler de lui depuis 10 ans, qui se vend et qui se raconte toujours et qui fait l'objet de pièces de théâtre et de toutes sortes d'adaptations. C'était l'histoire assez merveilleuse d'une très vieille femme qui confie une histoire vraie, un manuscrit, à son notaire en lui demandant de retransmettre ce texte-là qu'à plusieurs générations de femmes après elle. Et c'est une histoire donc, dont va hériter un membre de la famille, et qui est une histoire assez merveilleuse d'hommes et de femmes dans une lointaine montagne que tous les hommes ont désertée à cause de la guerre, par obligation, contraints, chassés de leur pays pour aller se battre. Et les femmes entre elles ont fait un serment magnifique qui était le suivant. On va vivre ensemble et assurer ensemble la survie de notre village. Et le premier homme qui passera par le village, qu'on entendra monter dans la montagne, il sera pour nous toutes. Voilà. La première qu'il touchera avec la main sera sa première épouse. Et quand le temps sera venu, il ira vers d'autres femmes. Voilà comment elles ont pensé repeupler leur village. Et l'homme fait ça. Et au bout de quelques années, qu'il a aimé toutes ces femmes et qu'il a connu tous ses enfants, il reprend sa route. Donc cette histoire-là, elle m'avait beaucoup touchée. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis allée vers cette maison d'édition-là et que j'en ai pas choisi d'autres. D'accord. Voilà. Merci. Moi, j'ai découvert les éditions du Chemin de Fer il y a déjà quelques années. J'ai d'ailleurs un énorme coup de cœur. C'est un roman qui s'appelle Tryggve-Kettar, qui est écrit par Benjamin Hegel, et si je ne me trompe pas, qui est interprété par les illustrations de Marie Boralevi, que je relis, je pense, chaque année, et que je ne peux que conseiller. Et puis sinon, j'ai découvert le Chemin de Fer avec des écrits de Béatrix Beck. Et j'ai toujours flashé sur ce concept, cette idée d'histoire à quatre mains et plus, parce qu'il faut compter aussi, je pense, en tout cas dans mon cas de primo-romancière, les mains des éditeurs aussi. Mais voilà, et on a dans le roman les peintures de Benjamin Desfossés, qui interprète
C'est-à-dire qu'il a lu le roman et puis ensuite, lui, ses peintures sont vraiment sa patte sur l'histoire. Donc pour moi, c'est vraiment un roman à 4 mains. Et je ne peux que conseiller, alors en ce moment je sais que c'est difficile, mais si jamais vous avez l'occasion d'aller voir ses peintures en vrai, c'est encore tout autre chose parce qu'il fait un travail extraordinaire sur la profondeur sur ses peintures. Alors je ne sais pas parler de peinture, il le ferait beaucoup mieux que moi, mais je suis en amour total pour les peintures de Benjamin et très honorée qu'elles soient dans le roman, et je trouve qu'elles font énormément écho au roman. Donc voilà. Donc je suis extrêmement contente d'avoir pu vivre cette aventure de premier roman avec cette maison d'édition particulière et avec Renaud et François, les éditeurs, qui m'ont accompagnée dans les relectures et les corrections, et puis en fait remettre le squelette du roman bien comme il faut pour qu'il puisse être lu droit. Ouais, voilà. Et merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous laisser du coup nous partager les extraits que vous avez sélectionnés pour les lecteurs. Moi, j'ai sélectionné plusieurs extraits parce que c'est un roman polyphonique, qui mêle plusieurs voix. Des voix qui racontent toute la même histoire, mais dans des temporalités et des lieux différents. Il y a 3 femmes, c'est une histoire de femmes essentiellement. Les hommes sont au second plan, ils ne sont pas tellement importants, même s'ils sont décisifs. Il y a l'homme du début par qui le malheur arrive, l'homme de la fin qui va permettre la réconciliation, la réparation. Et l'homme du milieu, peut-être dont on pourrait dire qu'il incarne la société des bien-pensants, le village de toute une époque. Alors ça se situe dans l'ouest Cotentin, voilà. 3 femmes qui racontent, qui évoquent la même histoire. Et puis une petite fille. Et puis le paysage, qui est un protagoniste très important aussi. C'est l'histoire d'un secret, c'est l'histoire d'un secret qui se raconte à contre-cœur ou à reculons. Donc c'est une écriture fragmentée, avec des traces qui sont laissées, qui sont semées régulièrement. Voilà. Et c'est après coup, quand on ferme le livre, qu'on comprend la dimension, qu'on comprend l'histoire dans sa globalité, quoi. Donc j'ai choisi 5 petits extraits courts, parce que voilà, ils donnent à voir une partie de l'histoire. Il y aura plusieurs voix. Le livre se présente sous forme d'un journal, d'un journal intime, d'un carnet de bord. Donc on est au 3e jour. J'ai fini moi aussi par ôter mes sandales et m'avancer sur la route submergée. J'enviais les enfants qui se baignaient au pont. La vase onctueuse accumulée entre leurs orteils aux ongles polis et luisants de mica. La marque blanche laissée par leurs maillots de pauvres, des maillots de bain aux couleurs fanées, transparents et distendus, qu'ils remontaient d'un geste machinal sur leurs bassins maigres. Le groupe, la fratrie, les claquettes aux semelles lisses jetées en tas pêle-mêle au bord de l'eau. Les corps ruisselants, accrochés aux balustrades de fer, glabres, minces, les cheveux embroussaillés de sel, les petits boutons pointant au sein des filles, les escargots mouillés dans les slips des garçons, et tous, le corps à rire, à pleine goulée. C'est cela qui me troublait, cette façon-là, cette façon qu'ils avaient de mettre leur corps en avant, leur certitude d'exister, de se sentir vivant, leur allégresse tapageuse, leur insouciance, tout ce dont j'avais été privée. Le fruit s'est mis à pousser dans le ventre de la fille. Malgré elle, contre elle, encore une fois. Madame Luce dit que tout allait contre elle et que quand la chose s'était vue, le village s'était détourné. Alors elle était venue. Elle n'oublierait jamais. Maryse était venue pour se défaire de l'enfant, mais elle n'arrivait pas à formuler sa demande. Elle cherchait des mots difficiles, des mots crus et reculés tout au fond. Et comme elle allait saisir le mot, il refluait chaque fois plus profond. Mon mari l'a fait entrer dans son cabinet, ils en parlaient bas. Elle ne s'est pas rebiffée. Il n'y a eu ni plainte ni cri, je guettais.
Elle dit, sûrement il a fait celui qui ne comprenait pas. Ou pire, il lui aura parlé de conduite, d'imprudence. Je l'ai vue par la fenêtre, repartir toute droite, dans le désespoir muet de ses 16 ans. Les hommes sont bien prompts à juger les femmes, ce qui les met à l'abri, les dispense de questionnement. Ils ont peur, dit-elle, en me regardant. Maryse a tenté de faire passer l'enfant. Elle s'est infligée des blessures et aussi des privations, Dieu sait combien. Elle m'avait avoué à voix basse. Pas des phrases qui s'écoutent dire, non. Des paroles brutales, renversées, pourchassées, balayées loin devant, qui évoquaient tantôt la Vierge, tantôt le diable, la croyance étant partie, la partie étant perdue. Et comment elle se suspendait pour qu'il s'étrangle avec le cordon, le petit salaud. Comment elle se sanglait la taille jusqu'à perdre connaissance, puis se jetait tant qu'elle pouvait contre les murs. Seule, avec ses insultes sifflantes, une rage blanche aux jointures et des cris rentrés. Une lutte à mort, ma pauvre. La vie fragile s'est accrochée quand même. L'enfant est venu. Là, on va rejoindre un personnage qui est celui d'une vétérinaire. Voilà. Donc, elle parle encore de naissance. Encore de naissance difficile, mais cette fois, il s'agit de la naissance d'un petit veau et c'est la première rencontre avec la petite fille. Voilà. Elle souffrait toujours. Mais le veau était bienvenu. C'était une belle petite bête gris-bleu. Il respirait bien, pas trop vite. Et elle était soulagée que les choses se soient passées comme ça parce que quand on l'appelait en général, c'était bien tard. Et souvent, il n'y avait rien à faire d'autre que d'euthanasier la mère. Et elle y pensait jusqu'au matin, elle avait beau faire, c'était comme ça. Ses mains étaient faites pour donner la vie. Elle se disait ça quand elle était entrée dans la cuisine et qu'elle l'avait trouvée là, coincée, entre la porte de la chambre et le meuble de la télé, collée au mur. 4, 5 ans peut-être, difficile de dire au juste, petite et maigrichonne. Et au départ, elle n'avait pas vraiment fait attention, elle avait sursauté en souriant, elle avait dit « Tu m'as fait peur ». Et elle lui avait demandé d'ouvrir le robinet de l'évier à sa place si elle voulait bien parce que ses mains, elles, étaient sales. La fillette n'avait pas bougé. Et la femme avait cru qu'elle était intimidée, qu'elle avait peur de tout ce sang sur la veste. Pourtant non, ce n'était pas vraiment la peur, ce n'était pas ça. Elle s'était lavée à grande eau en se frottant les bras et les avant-bras au savon de Marseille, très concentrée sur sa tâche. Et c'est après seulement, quand elle s'essuyait, quand elle s'était approchée, qu'elle lui avait demandé d'une voix enjouée « Tu t'appelles comment ?» C'est là qu'elle avait vu. Elle avait fait un pas encore. Et puis lentement, très lentement, elle s'était accroupie juste à la hauteur de l'enfant. Si près, à la toucher bientôt. Elle l'avait regardé dans les yeux. Et elle n'avait plus rien dit. La petite suçait ses doigts, des doigts rouges et luisants de salive. Et puis les bras, l'arcade sourcilière, l'hématome qui virait au mauve, la lèvre supérieure abîmée par une grosse croûte plusieurs fois écorchée. La petite fille ne disait rien, pas un souffle. Autour, les bruits de la ferme leur parvenaient assourdis, lointains. L'homme qui rentrait ses bêtes, le ronronnement des treilleuses, le chien qui gueulait par intermittence, l'eau qui goûtait au robinet, les mouches exaspérées contre la vitre. La lumière baissait lentement, dorée. La femme voyait le profil de l'enfant qui lui avait abandonné sa main. Elle sentait la main minuscule, chaude et moite, et les petits doigts repliés et morts comme les serres d'un tout jeune oiseau. Elle sentait le sang battre malgré l'immobilité totale. Elle sentait la vie passer de l'une à l'autre, de la femme à la petite fille. Elle sentait la blessure de l'enfant. Elle sentait la défaite de l'enfant, absolue. Son renoncement à exister. Elle était bouleversée par ce lien archaïque privé de langage. Elle aurait souhaité que rien ne bouge. Jamais. Personne n'y voit. On entend seulement leur bouche, les bruits des bouches qui mangent.
Le bruit des bouches qui mangent et le bruit du pain mou qui tombe dans le café. Ma mère, elle me regarde jamais. Alors je ferme mes yeux et je pousse le bol. Je pousse doucement et d'un coup le bol il a tombé. Et c'est le grand bruit, le lait sur les murs tout partout et après le grand silence. Le lait par terre, le bol cassé, mes mains posées à l'envers sur mes jambes avec un trou qui grandit dedans mon ventre. Je regarde les dessins vite, les lapins de la toile cirée. Plein de sang, ils sortent leur tête des sacs des chasseurs et ils ont des carabines, les chasseurs. Et aussi des chiens avec une patte pliée devant. Ils font une ronde, ils reviennent. Des fois, ils ont la tête en bas. C'est toujours les mêmes bonhommes qui reviennent, marron et vert. Ils sont pleins sur la nappe. J'aime pas quand on tue mes lapins. C'est elle qui fait ça. Et elle tire sur la peau et d'un coup, ils sont tout nus. Et je suis triste. Parce que sûrement, ils ont froid avec leurs oreilles douces. Et le sang qui tombe de leur nez. Et le sang, il devient grand, le sang partout sur le ciment. Ça fait des petits chemins qui avancent tout seuls. Maintenant, il crie très fort, en dedans, en plein dans ma figure. Je me sens toute droite, toute dure dedans. Il crie, tu as droit à voler, nom de Dieu, tu as droit à voler. Il tape et tient, et ça continue sur mon oreille. Et le goût du fer dans ma bouche. Et ça pue toujours le chiffon des vaches dans mon nez. C'est lui qui pue. Lui aussi, il a une carabine. Je sais où elle est. Ma mère, maintenant, elle passe la toile. Ça donne envie de vomir. Dégobiller. Ma mère, elle me regarde, même pas. Elle a le gilet, là, avec l'odeur que j'aime pas, mais des fois si, parce que c'est doux, son gilet. C'est doux comme les petits chats morts de la grisette. Moi, je donne des caresses aux petits chats morts de la grisette. Je les mets pour dormir avec dans mon cagibi. Je les range dans mon lit. Et après, ils deviennent durs et ils sentent mauvais. Alors, je les jette dans le tas aux poules. C'est lui qui les tue. Ou alors le chien les mange. Les poules aussi, c'est mes amis, on mange des pommes sous l'arbre. N'importe comment, ils ne pourront jamais me rattraper. On va courir vite, encore plus vite. Ça m'est bien égal, on ne reviendra jamais. C'est même pas mes parents d'abord. Elle, c'est pas ma mère. Tu sais comment je m'appelle? Moi, je sais comment je m'appelle. Il y a aussi un caillou dans ma botte et ça m'énerve. Et un dernier passage. Un peu plus léger. Que je ne trouve pas. Je pense à toi, fugacement, plusieurs fois par jour, en marchant. Je me retiens. C'est lent et fragile comme une rencontre d'oiseaux. Je retiens mon désir. Je le sens vibrer comme l'ombre d'un bouleau sous le vent. Une ombre mélodieuse et mouchetée de soleil. Une ombre zébrée de bleu, radieuse et pleine d'éclairs. J'explique à l'enfant, je lui parle souvent. Tout va bien. Et je pose ma main, là, sur la rondine mouvante. Mes marches solitaires brassent beaucoup d'images chiffonnées. J'ignore si elles sont nées de la géographie d'ici ou si elles appartiennent à l'histoire ensevelie. Jamais je ne reviens de mon sommeil deux fois de la même façon. Au matin, toute froissée, j'ai mal partout comme si l'on m'avait battue. Il y a entre moi et les paysages d'ici plus qu'une sorte de connivence, un lien de parenté. Voilà. C'est bien. Ça a donné des frissons à certains passages. Oui, c'est curieux de voir comment on écrit les choses et on pense qu'on s'en est détaché parce que ça devient ensuite un objet qui vit sa vie. C'est un exercice difficile de lire à voix haute, tout court et surtout quand on reste dans l'empathie profonde des personnages. Lorsque vous l'écrivez, à aucun moment vous revenez sur une lecture à voix haute sur le temps de création? Alors, je retravaille beaucoup l'écriture, si. Je retravaille l'écriture justement au gré de l'émotion. C'est ça le baromètre, c'est ça qui fait que je pense que je me rapproche de quelque chose ou au contraire je m'en éloigne. Donc je reprends ça. Non, c'est un exercice que j'ai pas fait. D'ailleurs, pour tout vous dire, si aujourd'hui je devais le reprendre, j'apporterais des modifications parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à mettre en bouche et voilà. Il y a des longueurs, voilà, c'est un bon exercice de lire à voix haute. Ça fait apparaître toutes sortes de choses, ça donne du relief et... Ça donne un autre ton en fait. Ça donne un autre ton, oui. Merci.
Alors moi j'ai 2 extraits parce que je laisse 2 personnages du roman me raconter, quand j'écris le roman, me raconter un petit peu avec leur propre langue. Donc on a la vieille qui est une espèce de matriarche d'une famille très fragile et très puissante à la fois, qui va recueillir la bleue, qui est une jeune femme, qui va un petit peu être l'élément déclencheur de l'implosion de la famille. Et donc chacune raconte un petit peu, et donc je vais commencer avec la bleue. Et ensuite, je laisserai la vieille raconter la rencontre avec la bleue. Mais je vais commencer avec la bleue. C'est une nouvelle terre pour nous. Quelque chose de la poussière et de l'absence de sel. Pourtant vite, retrouver les étendues de pins majestueux, les trembles fins et gracieux, et le passage des cervidés sur la route. La neige nous atteindra bientôt, et notre silence est accablant de douleur. Nous perdrons la tête, c'est sûr. Nous ne sommes pas prêtes pour le monde. La vieille s'arrête sur le bord pour uriner. J'aimerais me glisser à sa place, empoigner le volant, démarrer en trombe. Partir sans elle, la laisser penaude dans le fossé. Mais je sais qu'elle gardera son calme, et qu'elle me retrouvera. Il n'y a plus d'océan. C'est la terre des grands lacs qui sont pour nous comme de misérables flaques d'eau. Des buses se retournent sur notre passage, et bientôt, les hommes forts qui coupent les arbres dans leurs bottes à cap d'acier. La vieille me tire par la manche. Abandonné, le pick-up dans la boue du chemin. Seuls les grumiers ont le droit de passage. On est bien plus libre à pied. L'un des bûcherons nous insulte, nous apostrophe, nous traite de chair fraîche. La vieille fait semblant de rire et moi je lui fais voir mon plus beau doigt d'honneur. Je ne suis pas de la pâtée pour chat sauvage, monsieur. Je suis en colère parce que j'ai peur. Parce que la vieille m'entraîne toujours dans les bois, à la tombée du jour, et qu'elle ne peut plus me défendre. J'aurais voulu qu'on reste dans nos bois sauvages, ceux dans la maison qui n'existent plus, ou ceux autour que nous connaissons si bien. Je sens comme une respiration chaude qui nous enveloppe, des esprits sans doute, appelés par la vieille pour nous guider. La voilà qui s'immobilise devant moi. La vieille fait volte-face. La vieille a peur. Je comprends. Derrière nous. Peut-être l'animal nous suit depuis les roues du pick-up embourbé dans la gadoue. C'est un cougar. Il est beau, et je ne peux regarder que sa gueule brune massive. Il a le regard sévère. On dit qu'il ne faut jamais tourner le dos à un cougar, qu'il vous écrase les omoplates à l'instant même où vous pensez vous retourner pour courir, que les os tremblent et qu'on ne sent rien. La vieille déjà se calme. Elle cherche à s'asseoir à terre, et je sais que la fuite n'est pas envisageable. Plier les genoux devant l'animal, se soumettre. Je ne sais pas quoi faire devant le ventre chaud et les pattes extraordinaires qui se dressent devant moi. C'est une femelle, une mère qui arpente la montagne, les mamelons gorgés de lait. Je ne sais plus qui regarder, la vieille ou le sol, la mâchoire ou la queue. Sent-on comment on meurt si l'on s'endort avant? Je comprends derrière mes oreilles, et un peu au-dessus, comme des dents peuvent serrer très fort. Pourtant sa gueule est fermée, bien droite. La vieille porte son menton haut, comme une tour. Je décide de lever la tête, me tenir droite moi aussi, comme les 2 autres qui m'entourent. Je déroule ma colonne, elle le voit tout de suite, tous les yeux sont sur moi. J'ai le dos droit mais pas de mur pour m'y adosser, et ça ne dure pas. Je n'ai pas l'étoffe d'un prédateur. Mes vertèbres ne tiennent pas dans leur verticalité. Comment fait-elle avec son squelette qui a vécu des centaines d'années pour ignorer la fourmilière dans les mollets? Je prends appui sur mes coudes, ils sont fragiles. Je vais chercher l'air dans les recoins de mon corps, c'est hésitant. Au moment très précis où l'angoisse est née, le cougar tourne un peu son museau vers moi
et la vieille de relâcher la pression. Son dos se courbe un peu, je sais qu'elle va bientôt pouvoir dormir. Ma peur va nourrir la bête, elle s'en léchera les babines. La vieille m'abandonne dans l'éveil, il n'y a plus que l'animal et moi. Je voudrais pleurer, j'ai chaud sous les bras, dans le bas du dos. J'aimerais qu'un chasseur perdu apparaisse derrière moi, m'enlace. Mais personne ne vient. La vieille s'endort et je pleure. Peut-être cette nuit, je mourrai dans les bras du cougar. Est-ce que la vieille se réveillera avec moi dans le ventre chaud de l'animal? L'oublieront-ils dans la forêt, les hommes et les ours? Est-ce qu'elle se décomposera sur le sol humide, loin de son océan, loin des rouleaux noirs des plages de galets? Glissera-t-elle jusqu'aux eaux sauvages pour y naviguer comme un bois flotté? Je ne veux plus quitter les yeux de l'animal qui me fait face. Moi aussi, tu sais, j'ai faim. Moi aussi, tu sais, je ne suis jamais rassasiée. On entend que le vent est un ronflement doux, comme celui de la vieille. Soudain, j'ai peur du noir qui s'en vient. J'ai peur de quitter les yeux de colle de l'animal qui me fait face. Mon calme s'enrage. Va-t-il grogner comme les chiens qu'on enferme dans des boîtes? Je ne sais pas me défendre contre un adversaire si sûr de lui. Je fantasme, je délire, boire de longues gorgées de lait, sucer ses mamelles, me lever dans ses poils chauds qui sentent le sauvage, la vraie vie. J'ai froid. La vieille se frotte les bras. J'aimerais qu'elle me dise quelque chose, j'aimerais entendre sa voix, que je vais finir par oublier. Je ne les vois plus toutes les deux. Si je plisse les yeux, je peux deviner leur silhouette chaude sous les arbres qui craquent. Personne ne respire. Les oreilles du cougar gigotent. Un petit animal passe peut-être par là. Si je me lève, est-ce que le monde s'arrête? Si je leur tourne le dos? Il fait nuit et froid piquant. J'ai soif. Il n'y a plus rien dans ma bouche qui soit agréable, pas même les quelques mots qui s'y trouvent. Je voudrais le goût du vinaigre, le sel des frites épaisses, les soirs où nous oublions d'être malheureuses. Je voudrais marcher sur les galets trempés de gris de matin de brume, regarder sa vieille carcasse, glisser, chercher l'équilibre. Je voudrais la tisane chaude sur le perron de la maison, les oies sauvages qui volent en V dans le ciel. Il nous en faut encore des étoiles à se tordre le cou, des nuits d'incompréhension. Pourquoi la vieille a cessé de me parler, de parler au monde? Pourquoi plus rien ne marche? Elle savait crier avant. Elle savait les mots qui taillent et les claquements de langue qui font taire. La terre est froide sous mes mains et j'ai beau plisser les yeux, je ne vois plus rien. La nuit dans la forêt est faite du même noir que mes ongles qui grattent le sol. S'il y a des esprits dans ce bois, comme ceux qui suivent la vieille, je ne peux plus en avoir peur. La vieille. Les roches sont froides sous les pieds. C'est un jour de pluie, un jour de brume. On peut entendre les vagues d'une mer encore invisible. Un pigargue à tête blanche me toise du haut de sa branche. Qu'est-ce que tu veux, l'oiseau, avec tes sourcils froncés? Mes seins ballottent sous mon pull, un frisson aussi. L'hiver n'est jamais loin. Le brouillard, mes cheveux qui collent, un fagot de bois flotté sous les selles. J'avance. C'est une heure qui m'appartient. La plage en éveil et les ours qui viennent lécher les méduses échouées dans le sable gris. Lorsque j'ai faim, je me prête au jeu, passe ma langue sur les galets ronds, ma salive au goût océan. Je n'ai plus peur des bêtes sauvages. Le sel du Pacifique et des frites grasses du drive-in, les frissons ursidés, mes chants au sapin de Douglas, c'est à moi. Rien qu'à moi. Qu'un intrus s'immisce dans mon tableau, s'installe sur la plage, qu'il essaye. Eux, là-bas, les surfeurs de brume, ils appartiennent à l'eau, qui les mange, les recrache. Les occulter, c'est simple. J'en fais des phoques joueurs, des lions de mer agiles, des êtres spéciaux. 30 ans que je crache sur le sable, que j'urine derrière les carcasses de sapins, que je collecte les plumes de goélands, que j'emboutis le cul des voitures de touristes sur la route qui mène à ma plage.
Il serait temps que le monde comprenne qu'ici, on ferme sa gueule. Sur la plage, on se tait. On quitte ses souliers et on avance contre le vent, avec le nez qui coule. Je me souviens, maman, les voyages à l'Est et tes interminables marches en solitaire. Moi, je restais dans la voiture, la vitre baissée, une couverture qui gratte. Ton chien abandonné. Des vieux du coin venaient à ma rescousse, se moquer de mon accent, m'acheter un hamburger et du coca. Tu revenais sur le parking, les cheveux en tentacules poisseuses, les seins pointus sous ton chandail, l'odeur de l'Atlantique. Ta langue pour essuyer l'huile sur mon nez, les cliquetis des breloques accrochés au rétroviseur. Ici, la mer est si noire qu'elle dissimule les taches de mon corps. Il y avait aussi les poils sous tes bras, toi la bête sauvage, et moi la fille blonde, lisse, déjà prête à te décevoir. J'aimerais que tu puisses voir comme je vieillis, ma peau qui craquelle à la manière d'une sécheresse d'été, mes feux de forêt cutanés, les fossiles de grossesse sous le nombril. Ça t'aurait plu tout ça. Comme j'ai appris à me taire, à faire du feu sur la plage, à marquer mon territoire, chasser les coyotes, dire non à mon homme. Mais je sais aussi que lorsque je la trouve, c'est toi qui m'intime l'ordre d'en prendre soin. Je l'ai prise pour un cétacé échoué. 2 goélands argentés sont perchés sur son dos trempé. Un qui me regarde et l'autre qui pleure et me regarde. Je leur balance des pierres. Si c'est un marsouin encore en vie, je partage volontiers, mais c'est à moi de donner le coup fatal. Achever me fait un bien fou, et ça me vient de nos ancêtres, qui chassaient le wapiti et le castor. Les oiseaux de la plage s'en méfiaient comme de la peste. Ils ne bronchent pas à quelques petits cailloux, je leur jette des poignées pleines, en rugissant. Avant de s'envoler, chacun donne un violent coup de bec dans la chair du marsouin. C'est là qu'elle se réveille. Le ciel est noir. Dans un grand gémissement, la plage donne naissance à la bleue. Merci beaucoup. Première question que j'aimerais vous poser, c'est concernant vos romans, il y a vraiment une ambiance, très très peu de dialogue, une ambiance tendue. Le drame va arriver sans qu'on arrive en tant que lecteur à le saisir totalement, donc au fil des pages. Je voudrais savoir, vous, dans quel est votre environnement idéal pour écrire et pour vous imprégner en fait de cette ambiance-là. Je vous laisse. Est-ce qu'il existe cet environnement idéal? On cherche encore, peut-être. Je pense qu'en tout cas, les choses, pour ce qui me concerne, elles viennent vraiment de l'intérieur. Donc, finalement, le contexte importe peu, du moment qu'il ne fait pas barrage, quoi, à ce qui surgit de l'intérieur, quoi. Je sais pas toi ce que tu en penses, lui, mais... Moi, si on parle d'environnement au sens très strict du terme, je sais pas si j'ai un environnement pour travailler, en tout cas l'écriture qui est idéale, puisque je crois que chaque roman qu'on écrit ou chaque livre qu'on écrit aura son propre environnement idéal, entre guillemets. Pour l'anecdote un peu drôle, la nature du roman ici est très inspirée d'une nature nord-américaine, canadienne, c'est de l'Ouest. style très, très fort. Voilà, qui est quand même une nature trempée de pluie, d'océan, il fait frais. J'ai écrit la fin d'abord, mais donc j'ai commencé l'écriture de ce roman en Guadeloupe, où je souffrais de la chaleur. Moi qui ne supporte pas la chaleur, ça me fait des boutons partout, je peux rien faire, donc je passais mes journées en fait, au lieu d'aller découvrir la belle île de la Désirade où j'étais, je passais mes journées sur le carrelage de la cuisine chez mon ami, à moitié nue pour essayer d'avoir un peu de fraîcheur. Et puis à un moment je me suis dit, mais comment je fais pour trouver de la fraîcheur dans ce pays? Il fait une chaleur sur cette île infernale, moi qui déteste la chaleur, et donc j'avais besoin de trouver de l'eau,
de la pluie, de la brume, de la grisaille. J'avais envie, j'ai eu un jour sur 2 mois, j'ai eu un jour de grisaille sur la Désirade où j'ai dansé sous le ciel gris. Et donc j'ai commencé à écrire ce qui était un texte qui s'appelait Quelque chose de la poussière, qui m'a fait un bien fou. Parce que j'y ai mis toute la grisaille, la brume, l'eau, la pluie, le sol gorgé. Et en fait, c'est la bleue qui est venue. Et puis ensuite, rentrée en France, j'ai continué l'écriture dans un environnement plus idéal que la Guadeloupe, puisque j'avais moins chaud. Mais je pense que l'épisode guadeloupéen m'a permis de m'envelopper de mon fantasme et de fraîcheur pour bien commencer l'écriture. Et du coup, je suis partie sur l'île du roman en étant sur une île qui était complètement différente. D'accord. Intéressant. Le thème central, en tout cas, un des thèmes importants du roman, c'est la rupture maternelle. J'aurais aimé savoir comment vous est venue cette thématique et pourquoi avoir voulu écrire sur ces mamans qui cherchent soit leur place, ou qui... Moi, je pense que voilà, la vie nous traverse, c'est des histoires qui nous frôlent, quoi, hein, des blessures, des visages, des cicatrices, des histoires voilà, qui font leur chemin, qui se déposent en nous et qui ensuite deviennent des histoires qui demandent à exister. Pour ce qui me concerne, il n'y a rien d'autobiographique, sauf que, par exemple, tous les lieux existent et toutes les personnes existent aussi, tous les individus existent. Moi, c'est la petite fille qui m'a fait écrire. La petite fille, je l'ai connue, je l'ai rencontrée. Elle venait à la maison et elle m'a profondément touchée, voilà, cet enfant-là. Et c'est à partir de cet enfant-là, qui était une enfant placée à la ferme, que j'ai commencé à broder autour, voilà. Je suis partie de l'enfant et progressivement autour, il y a eu une histoire qui s'est mise en place, une histoire d'enfants placés. Moi, j'aime bien les histoires qui ne sont pas limpides, comme dans la vie, où on ne comprend pas tout. Donc, on se laisse gagner par des choses qui sont importantes, qui nous bousculent. Et pour moi, la question de la maternité est la plus grande question de ma vie. Alors que paradoxalement, j'ai pu penser que jamais j'aurais d'enfant. Et au moment où j'en ai eu, ça a été, je revendique pour moi, la plus grande affaire de ma vie, en fait. Mais c'est tout le mystère de ce que constitue la maternité. Est-ce que je serai capable? Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je serai une vraie mère? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que ça se commande? Est-ce que c'est prédéterminé? C'est toutes ces questions-là qui m'ont intéressée. De savoir, par exemple, comment cette petite fille, comment c'était possible qu'on ne s'occupe pas d'un enfant, par exemple, et qu'on le place à la naissance, ou qu'on le traite mal. Cet enfant-là, elle existe, elle est née hors du désir maternel. On avait évoqué comme grande thématique la matrice, qui est donc un terme très, très scientifique, très froid, très dur, très fonctionnel, qui ramène le corps de la femme à une espèce de machine à produire, à fabriquer des choses, des enfants en l'occurrence. Et dans le livre, c'est vrai que cette incapacité à tisser un lien maternel est exprimée par le refus du ventre nourricier, quoi. Le refus du ventre qui protège. Donc voilà, c'est parti de cette idée-là, de ce que la maternité n'était pas évidente du tout, que rien n'est jamais sûr. Et que malheureusement, ces choses-là, on en hérite, je crois. Je pense qu'on reproduit aussi beaucoup ce qu'on a reçu. Et quand les choses sont heureuses, c'est tant mieux. Et quand elles sont malheureuses, c'est beaucoup plus difficile de faire son chemin, quoi. Dans le livre, les femmes ne choisissent pas ces enfants-là. Ils sont imposés par un désir tout puissant qui est le désir de l'homme, le désir masculin qui ne demande rien à la femme. Les deux femmes héritent d'enfants, elles n'ont pas choisi le père disparaît. Il y en a une, c'est l'objet d'un viol, carrément.
Et l'autre, on ne sait rien du père parce que finalement il est inexistant. Là aussi, la figure paternelle est absente. Et ce qui m'a intéressée, c'est comment ce qui peut être la plus belle histoire du monde peut s'avérer un véritable enfer, une malédiction. Ce ventre-là, pour ces femmes-là, il est vécu comme un objet de trahison, comme quelque chose qui les trahit, qui les aliène, qui les enferme. Et donc comment imaginer tisser à partir de là un lien d'amour quand Maryse, dont il est question dans le livre-là, elle est accompagnée à aucun moment par une mère non plus. Donc on peut difficilement imaginer qu'elle en devienne une, quoi. Même si les choses sont moins tranchées, heureusement, dans le livre, on voit qu'il y a des tentations de... Alors moi, j'ai jamais voulu raconter la fin du livre, parce que j'aime bien ménager le suspense. Et comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien quand on livre pas tout, et quand on comprend pas tout, un peu comme dans la vraie vie. Et je trouve que l'amour, c'est ça. L'amour, que ça soit entre un homme, une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, que ça soit le rapport d'un parent à un enfant, c'est quelque chose qui ne s'explique pas et qui ne se fabrique pas non plus, qui est là ou pas, après qui peut s'apprivoiser, qui peut évoluer. Il y a une tentation, là, il y a une tentative, il y a plusieurs tentatives peut-être de la part de cette mère qui est très jeune, puisqu'elle a 17 ans. Mais voilà, c'est quand même l'histoire d'une répétition et d'un enfermement dans la condition très vulnérable du corps féminin, quoi. Et pour vous, Lune, du coup, la vieille, la famille est complètement déséquilibrée par l'arrivée de cette fille adoptée par la vieille, qui finalement, la vieille perd aussi son rôle sa place de maman. Ouais, puis plus de maman, c'est de matriarche. Moi, par rapport à ce rapport à la mère, ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie de tous les jours et qui me fascine chez les gens aussi, quand je deviens assez intime avec les gens que je rencontre pour discuter de ce genre de choses, parce que c'est de l'ordre de l'intime total, c'est on en parlait déjà ce matin, mais le bagage généalogique, ce qu'on embarque avec nous dans notre identité et puis dans tout ce qui est inconscient chez nous, de ce qui nous vient de nos parents, de leurs parents ou d'un grand-oncle, voilà. L'héritage, voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'on est qui on est, et puis tout ce qui saute des générations et qui débarque chez nous. Et donc c'est ça aussi que je voulais raconter, et surtout à travers les non-dits et l'absence de confrontation, et c'est ça qui pose problème dans cette famille recomposée dans laquelle la bleue vient un petit peu mettre un gros coup de botte, quoi. Ouais, voilà. Un chien dans un jeu de quilles, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux en tout cas pour ces lectures et ces échanges. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite de bonnes lectures.